TEF Training, podcast. Bienvenue dans notre exploration conçue tout spécialement pour notre public du jour. L'objectif de cette émission, en fait, c'est de prendre une montagne de sources, de recherches, de données ultra complexes et d'en extraire vraiment la moelle. C'est ça. Et d'habitude, acquérir une nouvelle compétence technique, c'est assez prévisible. C'est un peu comme monter un meuble en kit, finalement. Ouais, exactement, hein. On suit le manuel d'instruction étape par étape, on emboîte la pièce A dans la fente B, et bim, à la fin du processus, on a un résultat hyper concret, le meuble tient debout. Voilà, c'est mécanique. Mais alors, dès qu'on aborde l'apprentissage d'une langue étrangère, ce fameux manuel d'instruction, il devient complètement inutile. La technique pure, genre la mémorisation de listes de vocabulaire ou de règles de grammaire, ça se heurte tout de suite à un mur. Un mur organique même, j'ai envie de dire. On n'est plus du tout dans la mécanique, on entre de plein pied dans le domaine de la psychologie humaine, de la gestion des émotions et même de la biologie évolutive. Ah mais totalement. L'apprentissage, c'est plus du simple assemblage d'informations, quoi. C'est une véritable reconfiguration neurologique. Et ça demande une énergie folle. Et c'est exactement la raison pour laquelle on plonge aujourd'hui au cœur de la science et des réalités pratiques de l'apprentissage du français. Avec un point de mire bien précis, la préparation au test évaluation de français, le fameux TEF. Un gros morceau. Et les sources qu'on a rassemblées pour notre exploration sont vraiment denses. On s'appuie sur des articles de recherche du CNRS, de la base Kern en linguistique appliquée, sur les définitions très strictes du CE-CRL aussi. Ouais, le cadre européen. Il y a aussi des données statistiques hyper intéressantes de la Sorbonne sur la progression des étudiants. Notre mission aujourd'hui, c'est de démêler le vrai du faux. Est-ce qu'on peut vraiment se préparer de manière totalement autonome, avec les nouvelles technologies par exemple ? C'est la grande question. Et surtout, combien de temps ça prend réellement ? Et comment on fait pour surmonter ces énormes barrières psychologiques de l'expression orale avant le grand jour de l'examen ? Bon, décortiquons tout ça en commençant par la base. Le nerf de la guerre. Carrément. Donc le CE-CRL, il divise la maîtrise d'une langue en 6 paliers, de A1 pour le grand débutant jusqu'à C2 pour la maîtrise proche du niveau langue maternelle. Et les chiffres de la Sorbonne défient un peu l'intuition. C'est-à-dire ? Pour valider les toutes premières bases, le A1, on estime qu'il faut compter entre 40 et 80 heures de cours. Donc là, la progression a l'air super rapide, c'est très gratifiant. Mais pour atteindre le niveau C1, l'estimation grimpe à plus de 640 heures d'enseignement formel. Et ça, c'est sans compter le travail personnel à la maison. Ah oui, la courbe s'aplatit de manière brutale. C'est comme dans un jeu vidéo de rôle, tu sais, un RPG. Comment ça, un RPG ? Passer du niveau 1 au niveau 2 dans un jeu, ça te prend littéralement 5 minutes. Tu gagnes de l'XP juste en apprenant à dire bonjour ou en repérant le mot gare sur un panneau. T'as un sentiment d'accomplissement immédiat. Ah ouais, je vois très bien. Le petit son de victoire. Voilà. Mais pour passer du niveau 80 au niveau 99, alors là, le grind, enfin cet effort répétitif de dingue pour gagner 3 points d'expérience, il devient complètement exponentiel. Tu passes des mois à remplir la même jauge de progression. C'est une super métaphore. Parce qu'à ce niveau-là, le cerveau doit assimiler des idiomes dont la traduction littérale n'a aucun sens. Comprendre une blague, du second degré. Ça demande une exposition et une richesse de données que la grammaire classique te donne pas, en fait. Il faut complètement restructurer sa carte sémantique, quoi. Exactement. Et ça explique ce besoin de centaines et de centaines d'heures. Ce qui nous amène d'ailleurs au grand débat. Si l'apprentissage, c'est juste une question d'heures accumulées, pourquoi certaines personnes vivent des années dans un pays francophone sans jamais dépasser un niveau de base ? C'est le fameux piège de l'autonomie totale. Mais tu sais, je serais tentée de défendre l'idée qu'avec les outils de 2026, l'autonomie, c'est jouable. Ah bon ? Tu penses qu'on peut tout faire tout seul ? Avec 3 à 4 heures de bain linguistique quotidien dans son salon, franchement, oui. Entre les podcasts, les chaînes YouTube spécialisées sur la prononciation et surtout l'intelligence artificielle, on a tout à disposition. C'est vrai que les modèles de langage actuels simulent super bien l'interaction. Mais carrément! Avec ChatGPT, tu peux avoir un tuteur dispo à 3 heures du matin. Tu lui dis, vas-y, joue le rôle d'un banquier parisien irritable qui veut pas m'accorder de prêt. Et la machine simule ça, corrige ta syntaxe, génère des examens, elle s'impatiente jamais, elle juge pas ton accent. Pourquoi on aurait encore besoin d'un humain, hein ?
Sur le papier, ça a l'air magique, mais ça soulève une question cruciale et les recherches du CNRS posent un énorme veto là-dessus. L'apprentissage purement solitaire, même avec la meilleure IA du monde, ça se heurte à un phénomène biologique qu'on appelle la fossilisation. La fossilisation? C'est quand tes erreurs se transforment en pierre? C'est un peu ça, ouais. C'est le moment où le système linguistique transitoire de l'apprenant se fige complètement, parce que ses besoins de survie sont satisfaits. Ah, je comprends. C'est le cerveau qui fait des économies d'énergie, en fait. Le cerveau déteste dépenser des calories pour rien. Exactement. Donc, imaginons qu'un apprenant entre dans une boulangerie, il articule super mal un truc du genre « moi vouloir un baguette ». Le boulanger, il est humain, il sourit, il comprend, il lui tend le pain. La transaction réussit. Voilà, la communication a atteint son but, et là, le circuit de la récompense dans le cerveau fait « ding ». C'est bon, ça marche, pas besoin d'améliorer la grammaire. Et donc l'apprentissage s'arrête net? L'erreur se calcifie? Mais pourquoi l'IA peut pas corriger ça? Parce que l'IA, par design, elle est programmée pour maintenir le flux de la conversation. Elle excelle à deviner ce que tu veux dire, donc elle pardonne trop vite, comme le boulanger. C'est pour ça qu'un encadrement humain est indispensable, surtout avant d'atteindre le niveau B1. Pour créer une sorte de friction sociale. C'est ça. Le tuteur humain, il introduit une exigence subtile. Il va froncer les sourcils si tu fais une mauvaise liaison. La machine, elle s'en fiche. C'est vrai que le regard de l'autre, c'est ce qui nous pousse à faire cet effort cognitif. On veut s'adapter à la norme sociale. Et cette pression sociale, c'est le seul remède contre la fossilisation. Sauf que, ça met en lumière le plus grand obstacle de l'apprentissage des langues. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'obstacle numéro 1, c'est pas la grammaire ou les verbes irréguliers, c'est la vulnérabilité psychologique, la peur viscérale de parler devant d'autres humains. La peur du ridicule, ouais. C'est ça, moi je vois ça comme ça. Parler une langue à un niveau intermédiaire, c'est comme avoir un esprit d'adulte hyper complexe emprisonné dans un outil d'expression d'enfant. C'est une image très forte et très juste. Tu vois, dans ta langue maternelle, t'es brillant, tu fais des blagues, tu débats d'économie, et là tu passes en français et tu transpires à grosses gouttes juste pour dire qu'il pleut aujourd'hui. Ton ego, il prend un coup monumental. T'es hyper vulnérable. Si l'on relie cela à une perspective plus large, ça renvoie directement aux travaux de Carl Rogers et surtout au concept du filtre affectif du linguiste Stephen Krashen. On en parle beaucoup dans la revue Carn. Le filtre affectif, c'est quoi exactement ce mécanisme? C'est une barrière invisible de stress, d'anxiété, de performance. En gros, quand tu as peur d'être jugé, ce filtre s'élève. Et la mécanique est dingue, hein. Même si l'information auditive entre dans ton oreille, ton système neurologique bloque le traitement. Attends, vraiment, l'information n'atteint même pas la zone d'apprentissage du cerveau? Non, le cerveau est tellement occupé à gérer la panique sociale qu'il alloue zéro ressource à la mémorisation du vocabulaire. Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. C'est fou ça. Et ce qui est hyper ironique, c'est que les méthodes modernes d'enseignement empirent le problème, non? C'est le grand paradoxe, ouais. Avant, on apprenait de façon scolaire, assis en silence à remplir des tableaux de conjugaison. Le filtre affectif était très bas. Il n'y avait pas d'exposition publique. Alors qu'aujourd'hui, avec l'approche actionnelle, on te met direct dans le bain. On demande à l'adulte de se lever et de simuler une dispute avec son banquier devant toute la classe. C'est génial pour l'efficacité linguistique pure, mais psychologiquement, c'est terrifiant. L'apprenant n'a plus le filet de sécurité de l'écrit. Il doit risquer l'erreur publique. Et les chercheurs expliquent que l'objectif ultime, c'est de créer la willingness to communicate, la disposition volontaire à communiquer. Et ça demande un environnement de confiance totale, un espace bienveillant. C'est pour ça que l'humain reste au centre du jeu. Mais cette belle disposition à communiquer, elle va être mise à rude épreuve le jour de l'examen final. Parce que là, la pression, elle atteint des sommets. Devenez membre de la chaîne TEF Training pour accéder à des contenus exclusifs et des cours gratuits. Le lien est dans la description de cette vidéo. En ce moment, les membres de TEF Training ont droit à 2 cours gratuits. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Avec Preply, trouvez un professeur ou un tuteur expérimenté pour vous préparer au TEF. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir une réduction. Apprenez le français et préparez vos examens grâce à TalkPal. Le lien est dans la description de cette vidéo. On arrive sur le boss final, le TEF. Ah, le TEF, le test d'évaluation de français. Ça, c'est pas juste un examen universitaire classique, hein. C'est l'épreuve de vérité.
C'est clair. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Selon la version du test Canada-Québec, la version IRN pour la nationalité ou études, les résultats vont littéralement dicter si ton projet de vie se concrétise ou si tout s'effondre. L'enjeu est colossal. Et l'examen est calibré pour saturer la mémoire de travail. Ça teste la compréhension et l'expression, à l'écrit comme à l'oral, sous une contrainte de temps extrême. Ouais, la mécanique est implacable. Par exemple, la compréhension orale, 40 questions en 40 minutes. Et la règle la plus cruelle, c'est qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. Zéro. C'est le point de rupture pour beaucoup de candidats. L'audio démarre, il passe une seule fois, si tu décroches 2 secondes, l'information est perdue pour toujours. C'est ultra stressant. C'est pour ça qu'il faut se préparer de manière quasi militaire. Mais avec toute cette pression, le chrono, l'enjeu migratoire, la charge cognitive, il y a des gens qui craquent. Et ça nous amène à un sujet un peu tabou, mais très réel, la fraude. Oui, il faut en parler de manière purement factuelle. La tentation de la triche est immense. Mais frauder à ce niveau, c'est franchir une ligne rouge nucléaire. Les centres ont renforcé la sécurité avec de la biométrie, des caméras. Et les conséquences sont dévastatrices. Ce n'est pas juste un 0 à l'examen. Les cas de fraude sont transmis au ministère de l'Immigration. Ça entraîne l'annulation définitive du dossier de citoyenneté ou d'immigration, parfois avec des interdictions de territoire. Bref, chercher un raccourci illégal, c'est risquer de détruire le rêve pour lequel on passait le test. Le seul vrai hack, la seule vraie triche légale, c'est une préparation assidue et une exposition multiforme à la langue. Et un accompagnement humain, c'est un marathon. En rassemblant tout ça, c'est clair qu'apprendre le français ou n'importe quelle langue, c'est bien plus qu'une acquisition technique. C'est un vrai voyage psychologique. Ça demande de l'autonomie, avec l'IA et les podcasts, oui, mais aussi un ancrage humain indispensable pour éviter la fossilisation des erreurs. Tout à fait. Et ça rejoint la pensée du linguiste François Grosjean. Il affirme que l'objectif final de cet apprentissage, ce n'est pas d'être la simple somme mathématique de 2 monolingues dans un seul corps. C'est de forger une nouvelle personnalité bilingue. L'identité même est transformée. Et ça m'amène à une pensée finale un peu provocatrice pour notre public. On est en 2026. L'IA dans nos téléphones permet une traduction vocale parfaite et instantanée. On peut parler japonais et le téléphone le recrache en français impeccable. C'est vrai que la nécessité utilitaire de la langue disparaît peu à peu. Du coup, on peut se demander, est-ce que la difficulté même d'apprendre une langue étrangère, avec toute cette douleur psychologique, ces centaines d'heures, fera bientôt du bilinguisme cognitif une marque d'élite ? La preuve ultime, non falsifiable, d'une résilience psychologique et d'une empathie humaine incomparable. Choisir l'effort, quand la machine peut le faire à notre place, c'est peut-être ça l'avenir de l'apprentissage. Une vraie réflexion pour clore cette exploration. Merci d'avoir plongé avec nous aujourd'hui et à la prochaine pour une nouvelle analyse.